Eric Toledano, Olivier Nakache, bonjour. Bonjour. Vous avez présenté votre film à Dole, vous avez présenté votre film hier à Dijon. Il y a eu des standing ovations pour ce nouveau film, Une année difficile. Vous les avez pris comment ces standing ovations? Comme une caresse exceptionnelle parce que on est au sortir de la fin de la fabrication du film. On n'a pas de bande-annonce, on n'a pas d'affiche, on arrive, j'ai envie de dire blind, c'est-à-dire vraiment sans prévenir et les salles sont pleines. Et si en plus elles nous font l'honneur et la gentillesse d'applaudir, c'est exceptionnel. Franchement, on ne peut pas rêver mieux comme accueil. Alors, on est au mois de juin, le film sort en octobre. C'est longtemps avant cette tournée, c'est assez rare. Oui, mais en fait, dès que le film a été terminé, on ne pouvait pas rester à attendre tous les deux. On était trop stressés, on avait envie de partager ce film avec le public. Donc on a demandé à notre producteur et à Gaumont, qui nous accompagne encore une fois avec ce film, on leur a dit on veut faire une grosse tournée, on veut aller montrer ce film le plus possible. Donc on a pris un agenda. Et on a pris la France et on a dit voilà, on veut aller partout et surtout on veut essayer d'aller à la rencontre d'exploitants et d'un public qu'on n'a pas vu. On passe habituellement par les grandes villes, mais là on s'est dit on a envie de faire un petit pas de côté et d'aller voir d'autres personnes, d'autres exploitants, d'autres publics. Hier soir à Dole, par exemple, c'était un cinéma, je pense qu'il y a peu d'équipes qui passent à Dole, c'est un cinéma assez ancien, mais l'accueil était d'autant plus exceptionnel parce que je pense que les gens sont touchés. Et pour vous donner une idée, sur les réseaux sociaux, je vois merci pour la considération que vous avez pour votre public. Ben, je pense qu'on a eu la chance que le public vienne en masse venir voir certains films. Bon, il y a Intouchable, mais il y a d'autres films qui ont fonctionné. Hors normes, Le sens de la fête, Samba. Je pense que c'était bien aussi d'aller voir le public pour nous à un moment et c'était le bon moment. Voilà, c'est le moment qu'on avait choisi. Alors vous dites que vous êtes stressé, mais comment on peut être encore stressé à votre niveau? Ah bah on est stressé parce que d'abord c'est une nature, ça c'est faut appeler ma maman et sa maman, pourquoi elles nous ont éduqués comme ça. Mais non, je pense qu'il y a une phrase qui résume bien, qui va faire un peu de philosophie d'un coup, mais c'est pas grave, c'est toujours bien, là. C'est le bac philo aujourd'hui. C'est une phrase de Nietzsche qui dit ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Et moi je pense qu'il a raison. Je pense que si on ne doute plus, alors on est en danger. Et puis surtout, ce que je voudrais rajouter, c'est que chaque film est unique, chaque film est un prototype, et à chaque fois on repropose quelque chose aux gens, et on n'est jamais sûr de l'adhésion et des réactions que le film va susciter. Donc non, c'est à la fois normal, mais c'est vrai que nous on se met aussi beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, en espérant que les gens vont apprécier notre travail. Après, si je puis me permettre, le cinéma est vraiment l'endroit où il n'y a absolument rien de gagné et c'est vraiment chaque film est une page blanche et on peut très bien avoir séduit ou plu sur certains films et puis d'un coup décevoir. Donc c'est vraiment, ce serait un manque de recul ce serait presque prétentieux de ne pas avoir la pression puisque chaque nouveau film est une nouvelle partition auquel les gens peuvent adhérer ou pas. C'est la même chose évidemment dans d'autres milieux artistiques, dans d'autres domaines artistiques. Je pense à la musique, je pense vraiment à pas mal de domaines. C'est vraiment l'endroit où il n'y a pas d'achalandage, il n'y a pas de public. C'est vraiment un marché de l'offre et chaque offre est nouvelle. Alors certes, on a peut-être la chance que les gens viennent avec plus de curiosité si les films précédents ont fonctionné, mais ça ne nous donne aucune garantie. Et cette histoire-là, elle est née quand et comment? Est-ce que c'est dans l'air du temps parce que l'écologie c'est quand même un phénomène qui est très marqué aujourd'hui? Ou c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis un moment? C'est marrant que vous parliez de l'air du temps, parce que c'est vrai que nous on pense que quand un film sort, quand il rencontre l'adhésion du public, c'est parce qu'à un moment donné, il capte quelque chose justement de l'air du temps. Donc on n'arrive pas trop à l'expliquer. Mais c'est vrai qu'avec Eric, on fait des films contemporains, des films presque d'époque, mais d'époque de maintenant. Et c'est vrai qu'on est très poreux au sujet de société qui secoue un peu notre environnement. Et donc c'est vrai que là, il y a plusieurs thèmes qui traversent ce film, deux notamment, le surendettement et évidemment la crise climatique avec ses actions militantes. Et nous, on a été frappés par des images. On a été frappés par des images de gens qui se jettent dans des magasins lors des Black Friday. On a été saisis par des images de jeunes qui font des actions choc, qui vont bloquer la Banque de France ou alors bloquer des places. Ou alors oui, récemment, ces groupes de jeunes qui jettent de la soupe sur des œuvres d'art. Qu'est-ce que ça raconte de notre époque? Alors nous, on n'apporte pas forcément de réponse, mais en tout cas, ça nous questionne et on avait envie d'en parler, et toujours avec notre prisme qui est la comédie. D'ailleurs, comment vous faites pour à chaque fois, donc vous avez dit c'est un film qui évoque des sujets politiques, écologiques, sociaux,
et à chaque fois, vous trouvez ce juste milieu entre la comédie et ces sujets sérieux. Comment vous faites? Je ne sais pas vraiment comment on fait. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a du symbole partout. Et effectivement, il y a du symbole dans cette génération qui va essayer d'asperger un tableau dans un musée, etc. On a toujours envie de questionner ces symboles. Et après, on essaye d'osciller, c'est peut-être l'enjeu principal de notre cinéma, d'osciller entre quelque chose qui touche, qui peut faire réfléchir et qui en même temps peut divertir. Et c'est cette espèce de trois dimensions, trois couches qu'on essaye de mettre. Alors, on les met dès l'écriture, on les re-règle au tournage, et puis ensuite, le dernier filet, c'est au montage. Parfois, on a été trop loin dans la comédie, c'est pas le moment de rire. Parfois, on a été trop loin dans quelque chose de dramatique, ça ne va plus avec la comédie, donc on essaye avec un monteur qui est là depuis le début, qui est le même, qui s'appelle Dorian, et à chaque fois on discute sur cette espèce de fil tendu pour essayer de respecter ça. Mais peut-être que les films qui nous ont le plus marqué enfants étaient ces films qui faisaient la jointure, comme ça, où on sortait avec quelque chose en plus, une graine qui allait peut-être pousser un peu plus longtemps, et peut-être qui a été cette graine qui nous a donné une folle envie de faire nous aussi du cinéma. C'est un film. Juste pour rebondir par rapport à ce que disait Mademoiselle, c'est ça votre recette du succès, parce qu'on a l'impression que quand il y a un film de Toledano Nakache qui sort, bah, ça marche. Quand on voit le film, on dit bah, tout fonctionne. C'est comme moi, je faisais un parallèle, hein, vous allez dire peut-être un peu bête, mais quand Goldman sortait les chansons à une époque, elles sortaient, elles étaient bonnes, ça marchait. Vous, on a l'impression que vos films, ça fonctionne à chaque fois quasiment. Ah, je ne sais pas du tout, ça c'est Vous avez trop. une recette ? Non, il n'y aura jamais de recette. Il ne faudra pas, parce que la recette c'est la spontanéité, mais j'ai envie de paraphraser Goldman, quand la musique est bonne, voilà. Ou alors, on passe notre temps à guetter ce qu'on appelle des signaux, et il disait il suffira d'un signe. Et c'est vrai qu'on guette aussi. Maintenant, ce sera un jeu pour placer toutes les chansons de Goldman. Mais Goldman, c'est vrai que vous avez raison, à un moment donné, il a capté l'air du temps. Et Moi, je vais aller là-bas, et puis voilà. Est-ce que par rapport justement au film, on parle beaucoup de militantisme écologique, est-ce que justement vous êtes allé voir des militants pour vous inspirer? Et je sais que le milieu militant est très compliqué à intégrer. Est-ce que justement ça a été compliqué pour vous d'y prendre les codes, de voir ce qui s'y passe pour ensuite pouvoir le mettre en image dans votre film? Alors, oui, de toute façon, on ne peut pas essayer de parler d'un sujet sans avoir essayé d'approcher les choses. Donc nous, très simplement, une fois qu'on a regardé ce qui se passait d'abord sur les réseaux avec plusieurs mouvements, on a été s'inscrire, puisqu'on peut s'inscrire de façon totalement anonyme dans des associations, où on a pris d'ailleurs un nom de code, comme dans le film, hein. On n'est pas obligé de donner son vrai prénom. Donc tout ça a été plutôt bien. Et puis très vite, on a été à la rencontre des gens qui organisaient la réunion en disant, nous, on vient aussi parce que ça nous intéresse, on va pas vous mentir, mais on veut faire un film. Et les gens ont dit, leur réaction était très claire. On fait tout ça pour alerter les consciences. Donc si vous faites un film, ça nous intéresse. Après, est-ce qu'on peut avoir accès au scénario? Est-ce qu'on peut regarder, etc. Et j'ai dit non seulement oui, Olivier et moi on a dit oui, mais vous pourrez aussi participer aux scènes si ça vous intéresse. Et donc en fait, ce que vous voyez autour de nos acteurs qui font les actions à la Banque de France, à la Fashion Week, aux escaliers du Trocadéro, sont en fait des militants qui ont bien voulu participer au film et qui étaient généralement à l'origine de certaines des actions. Donc oui, on s'est imprégné au plus près, comme on essaye de le faire à chaque fois. De vos 8 films, c'est votre film le plus militant quelque part. Ben, je sais pas, parce qu'en fait, si vous voulez, quand on fait hors norme, on met un spotlight sur la situation de l'autisme dans la dimension des cas complexes, qui a été assez pushy, parce que quand les autorités l'ont vu, quand le ministère de la Santé l'a vu, quand même Emmanuel Macron nous invitait à le projeter à l'Élysée, je pense que l'objectif de faire bouger les lignes était encore plus net. Là, il y a quand même plus de distance, plus d'amusement. On joue à l'italienne avec des images de l'époque, mais même Intouchable à son niveau, si vous voulez, ce qui raconte sur le handicap, moi je me rappelle d'une phrase de la ministre des Solidarités et du Handicap qui avait dit: on voulait faire une campagne mais votre film l'a remplacé. Je pense que parfois l'engagement est plus diffus, là il est peut-être plus distant. Alors je n'ai aucun recul, donc attendons le temps. Est-ce que ça ne va pas augmenter ces gens qui militent, tout ça, à s'accrocher sur la Banque de France? Est-ce que vous n'avez pas provoqué des vocations? Mais ça, on ne sait pas, parce que nous, dès le 18 octobre, le film il va vivre sa vie. Et c'est une autre vie qui commence. Là, on est encore propriétaire du film. À partir du 18, c'est pas à nous. Et les débats vont sûrement s'installer dans les familles ou dans les hautes instances. On n'en sait rien.
Après, c'est la vie du film qui fait ça. Donc, c'est plus un film avec des militants qu'un film militant. On parle, c'est sûr, de certains sujets, mais il y a quand même une envie aussi de cinéma, une envie de jouer avec des paradoxes, de jouer avec des extrêmes. C'est vrai que Jonathan Cohen et Pio Marmaille, ils sont assez opposés des jeunes qui sont en face d'eux. C'est des plus qui rencontrent des moins. C'est tout ça qui nous animait. Après, si ça fait des débats, bah, tant mieux. C'est des images projetées et je dirais que le débat n'est pas forcément dans le film, mais il est après le film. Et si on parle un peu justement du casting, au départ il y avait Alban Ivanov, bon, il a laissé la place à Jonathan Cohen. Ces deux personnages quand même un peu différents. Vous avez opté tout de suite pour Jonathan Cohen, qui est dans l'air du temps, plus que l'air du temps depuis 2-3 ans. Mais quand on lui a proposé le film, il était moins dans l'air du temps. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, à la seconde où on a vu qu'Alban il pouvait pas faire le film, et ben 3 heures après, on prenait un café avec Jonathan Cohen qui nous a dit écoutez, là je sors d'un tournage harassant qui était le Flambeau, je suis au bout du rouleau, donc je sais pas si je pourrais assurer. On a dit c'est exactement le personnage au bout du rouleau, donc c'est parfait, ne change rien. Et c'est comme ça qu'il a intégré le navire. Et oui, on s'est adapté, on a évidemment réécrit des scènes. Alban Ivanov n'a pas la même nature que Jonathan, et ben on s'adapte. Comme disait Jean-Pierre Bacry dans Le Sens de la Fête, on s'adapte. Et pour les autres rôles, pour Noémie Merlan, pour Pio Marmaille, c'était quoi? Pio Marmaille, on l'a rencontré En Thérapie, qu'on a fait avec lui, et c'est nous qui avons réalisé les épisodes particuliers avec l'enfant dans En Thérapie, et c'était lui le papa. Et c'est petit coup de foudre amical et professionnel qui a tout de suite déboulé sur faut qu'on fasse un film ensemble. Il y a Mathieu Amalric aussi qui était... C'est plus étonnant lui. Parce oui, qu'on l'a vu dans James Bond, on l'a vu partout, dans et on le voit Spielberg, chez dans vous. Mick. C'est comment on lui dit de venir dans ce genre de film? Alors, vous voyez, je vais vous donner la jonction. On a produit En Thérapie avec les films du Poisson, qui étaient les producteurs des films d'Amalric. Donc, ils nous l'ont présenté et on lui a dit à quel point l'acteur était fascinant et intéressant. Et il a dit je veux plus trop être acteur, mais si vous avez des petites choses à me faire faire, ça m'intéresse. Et donc, il y a une phrase qui est restée dans les annales pour nous. Il a dit cette année, je ferai le Moretti et vous. Alors, j'ai dit bon, d'être avec Moretti, Nanni Moretti et nous, c'est une belle association. Il fait des petites participations. C'est un grand acteur qui nous a donné un peu de son temps. Il a fait 15 jours de tournage et c'était magnifique. Un acteur facile? On peut pas trouver plus facile. C'est-à-dire qu'il est d'un professionnalisme et d'une inventivité. Je comprends que Arnaud Desplechin ou d'autres aient fait appel à lui de façon récurrente comme ça. Je pense que c'est le genre des acteurs qu'on ne lâche pas. Pour revenir à Jonathan Cohen, on le connaît quand même parce qu'il fait beaucoup d'improvisation dans ses textes. Est-ce que c'était le cas dans le film? Est-ce qu'il a suivi à la lettre le scénario ou alors il avait de la liberté? Il a suivi à la lettre, mais il a une musique, Jonathan. Pareil. J'attends pour la radio. Hein. Vous faites du montage ou pas? Oui. Après, c'est écrit. Ah, mais vous mettrez bruit. Il a une musique, Jonathan. Il a une musique. Et par exemple, s'il y a un dialogue où on lui dit il va le mettre en bouche et ça va être sa musique, sa mélodie. On l'a prise à certains moments, on lui a demandé de s'en défaire à d'autres moments. Voilà, il y a le moment particulièrement. Je spoil pas, je ne divulgage pas, mais je dirais qu'à un moment, il a une scène sur un parfum où il parle de humer les gens, où là, on l'a complètement amené ailleurs et on a trouvé que c'était intéressant de pas forcément le. Je fais une pause. Vous faites une pause. Excuse-moi. Cyril, je crois que tu peux dire à la personne qui est en train de consommer sa femme d'arrêter. On fait la pause parce qu'ils vont servir les boissons aussi, comme ça on ne gêne pas. Donc on parlait quoi, du parcours de la chouette? Non. Oui, c'est ça, vous l'avez touché. Et vous, bon, on va pas dire que vous êtes dans le surendettement, vous êtes plutôt consumériste dans le style ou pas, perso? Nous, on est plutôt comme les héros du film, c'est-à-dire qu'on est cinquantenaire, c'est-à-dire grandi dans un monde où la consommation n'était pas tabou et où consommer n'était pas associé à quelque chose de négatif. Franchement, les années 90, vous regardez une pub, on vous disait soit consomme, tu seras heureux. Et puis on a des enfants qui commencent à avoir plus que l'adolescence, on va dire, qui commencent à tutoyer la majorité et qui ont un discours qui est totalement opposé. Donc on est un peu comme nos héros, c'est-à-dire sur un pont entre deux rives, avec un monde qui est derrière nous, à l'évidence, un monde qui est devant nous à l'évidence, et une danse, une valse un peu comme nos héros, avec
Voilà, peut-être qu'on ne sait, notre génération, je dirais qu'à ce niveau-là, elle ne sait plus trop sur quel pied danser. Et c'est pour ça qu'on a associé ces symboles de pont, de danse, d'image globale. Voilà. Juste avant l'intermède, on parlait du choix des comédiens et comédiennes. Oui. Donc Et Noémie, on n'a pas parlé de parlait Noémie. voilà, c'est ça. Noémie Merlan, c'est une actrice qu'on suit depuis le film de Marie Castille Mention-Char, qui était sur le djihadisme. Elle tombait amoureuse d'un gars qui l'a manipulée. Elle a fait évidemment les films de Siama, Portrait d'une fille en feu. Puis elle a explosé avec Louis Garrel l'année dernière avec ce César qu'elle a reçu sur l'Innocent. Mais c'était avant qu'on ait vu l'Innocent qu'on l'a choisi parce qu'on cherchait vraiment une fille représentative de cette génération d'éco-anxiété, de jeunes qui ont un peu peur de l'avenir, hein, sur la collapsologie, les théories de l'effondrement. Et il y a une statistique qui est quand même très forte, qui a circulé pendant les élections présidentielles. 80% des jeunes se déclarent éco-anxieux. Donc voilà, ce sont encore une fois toutes ces images de l'époque qu'on mélange. Et on a besoin d'interprètes aussi forts que ça. Et quand on participe à un Toledano Nakash pour un acteur, parce qu'on a quand même les antécédents avec Atoucha, avec ça, c'est un tremplin. Alors quand c'est un jeune acteur, peut-être, oui, c'est peut-être quelque chose. Et nous, on aime bien ça. On aime aller chercher des gens qu'on n'a pas vus, qu'on ne connaît pas ou qu'on voit peu. On l'a fait à plusieurs reprises avec nos films. Et on aime aussi mélanger. On aime mélanger, voilà, quand vous voyez Mathieu Amalric, Noémie Merlan, Jonathan Cohen, Grégoire le Prince Ringuet, des non-acteurs aussi. On aime bien ça. On aime bien faire notre petite tambouille pour... Et si des acteurs peuvent émerger, comme il y avait eu Joséphine Demeaux avec Nos Jours Heureux et Tellement Proches, et aussi comme il y a eu Omar, avec qui on travaille depuis très 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 longtemps. Donc oui, on aime bien ça. Et il y a Idara aussi. Et il y a Idara qui a fait le sens de la fête et qu'on Oui. a pris aussi dans Thérapie. Ça fait partie des gens qu'on essaye de suivre quand on voit qu'ils ont du talent et que c'est intéressant. C'est sûr que c'est pas qu'on est rentré dans la famille, mais c'est que ça fait écho et on a envie de continuer. Et Yé, par exemple, on suit sa carrière qui n'est que ascensionnelle et qui a encore donné pas mal de surprises à mon avis. Et dans vos choix, la mayonnaise prend toujours. On essaye de faire en sorte, et pourvu qu'elle soit de Dijon. Effectivement, là, c'était impossible. C'est mieux Vous la nous parlez de moutarde, hein, je vous le dis mayonnaise tout de alors qu'on est à suite. Dijon. Vous nous cherchez quelque Aussi. part. Ouais. Voilà. Oui, il y a mayonnaise. Il y a mayonnaise, mais au départ, c'est plutôt la moutarde. Oui, c'est vrai que ta fois, ça peut monter au nez aussi. Voilà. Exactement. Qu'est-ce que ça représente l'engagement pour vous? L'engagement, c'est de ne pas être totalement sourd et hermétique à son époque et à ce qu'on vit. Encore une fois, de ne pas être déconnecté. On ne peut pas avoir la chance de faire des films. Pour nous, si vous voulez, on a tellement rêvé de cinéma. Ça me fait penser à cette image toujours qu'on a, comme si on était en classe ou dans un amphithéâtre où plein de gens lèvent la main en attendant de prendre la parole. Et puis on attend, on a presque des fourmis dans les mains. Puis à un moment, on vous dit, bon, vas-y, toi, parle. Au moment où on parle, j'ai l'impression qu'on doit dire quelque chose de pertinent, de percutant, d'intéressant. Sinon, à quoi ça sert d'avoir fait tous ces efforts, d'avoir préparé tout ça? Donc on essaye d'avoir la possibilité d'être, encore une fois, pas complètement déconnecté. Alors, ça n'a pas été le début, ça a été d'abord de parler de soi, Nos Jours Heureux, la rencontre, Tellement Proche, on vient d'avoir des enfants, etc. Et puis, à un moment, il y a un tournant. On commence à parler d'autre chose tout en parlant de nous. C'est ça qui est paradoxal, mais en fait, on continue à parler de nous et Intouchable n'est pas notre histoire. Hors Norme n'est pas notre histoire, mais ça commence à être ce qui nous concerne. Donc voilà, on a des mutations et quand on nous donne la chance, comme c'est le cas, de faire plusieurs films, plusieurs séries, et que on est toujours produit, alors j'ai l'impression on est encore plus en conscience. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes des réalisateurs engagés, des hommes engagés? Est-ce que les deux vont de pair à votre sens? On est engagé par la production déjà, ça c'est sûr, mais Bien sûr, De ça, par les ça- idées, ouais. Oui, Bien mais sûr. ça se tisse, tout ça se tresse, évidemment. Alors, on fait un cinéma qu'on revendique, nous, populaire, pour le plus grand nombre. On est les plus heureux du monde, comme quand hier soir, quand on voit des salles pleines. Et puis on se dit, on sent aussi, avec le temps, avec les films qui s'empilent, une petite responsabilité aussi. Donc quand on écrit un film, on sait que a priori il va y avoir des gens dans les salles, donc on a envie de proposer quelque chose d'original, des sujets qu'on a peu vus ou peu traités au cinéma, et d'essayer de divertir. Donc on essaye à chaque fois de concilier tout ça. Et tout ça, c'est notre ADN en fait. Mais engagé voudrait dire qu'il y a une étiquette, et c'est vrai que on a eu de cesse, surtout après Intouchable, d'essayer de fuir les étiquettes, parce que quand vous faites Intouchable, on vous met un Oui, mais c'est petit... pas parce qu'on est engagé qu'on a une étiquette sur le dos. Non, mais ça veut dire qu'il y a une espèce
d'appellation, de dire bon, il y a des réalisateurs plus engagés quand on fait. Alors c'est pas qu'on les fuit, évidemment que on choisit pas les sujets au hasard et ça on l'assume complètement. Mais on est aussi engagé dans l'idée de divertir les gens. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que moi, je pense que quelqu'un qui paye 10 euros ou 8 euros ou 13 euros, maintenant c'est cher le cinéma. Même 16 parfois quand tu as un très beau fauteuil. Ça se respecte. On lui prend 2 heures de sa vie. Pour moi, ça reste un peu comme quand j'étais petit, qu'on allait à la fête foraine. C'est-à-dire que je veux qu'on sorte en disant il faut absolument que tu y ailles. Parce que je suis passé par plein d'émotions. J'ai eu peur, j'ai été ému, j'avais des petites larmes qui coulaient. J'ai envie que c'est cet engagement-là aussi que j'ai envie de respecter. Et évidemment, dedans, il y a la réflexion, il y a la prise de conscience, il y a le regard. Et j'en profite pour saluer un homme qui nous a quittés, qui est celui qui a inspiré Intouchable, Filippo Di Borgo. Il a contribué à changer le regard sur le handicap en France. Si nous, on a été l'écho de ça, alors ça nous suffit. Pour l'étiquette d'engagé, en tout cas. Pour ce 8e film, vous avez encore travaillé en duo. Comment va le couple? Ça va continuer? Eh ben, il va très bien. Il va très bien. C'est rare quand même. Oui, c'est rare. Il y a les frères Dardenne, d'autres, mais... Non, c'est vrai que c'est rare, c'est souvent des frères, mais voilà, nous on avance comme ça se passe bien, ça continue, c'est le 8e film, et on va bientôt se mettre à travailler sur le 9e. Donc, il y avait déjà l'idée, vous avez déjà on a déjà quelque chose, ouais, on a déjà quelque chose. Donc, vous abordez le handicap, vous abordez la psychologie avec la série En Thérapie, vous abordez la situation des réfugiés avec Samba. Vous savez dans quel thème sera justement le prochain long métrage que vous faites? À ce jour, on est encore en réflexion parce que c'est compliqué un sujet. C'est comme on compare ça à l'accouchement, c'est-à-dire faut que ça s'accroche, faut que tous les jours on en ait envie. Donc à un moment, quand ça passe les 3 mois, on peut dire qu'on est enceinte d'un nouveau projet, en tout cas en gestation. Là, je dirais que il y a quand même quelque chose qui nous interpelle avec ce film, qui pourrait être suivi. Alors est-ce que peut-être dans quelques mois ça sera autre chose, mais c'est de dire que notre monde à nous, quand on était adolescent, était très très différent, presque comme un pays différent, avec une culture différente. Je le disais tout à l'heure, la consommation, l'envie de réussite, l'état d'esprit, si vous voulez, des années 80 est très différent de celui dans lequel on est aujourd'hui. Parfois, on est tenté de se replonger là-dedans et de se rappeler dans quel monde on est arrivé. Et on avait presque envie de présenter ce monde-là à nos enfants. Parce que parfois, on essaye de le raconter. Vous voyez, si je dis à mon fils que nous, il y avait un téléphone dans la maison et qu'on se frappait avec mes frères et sœurs pour savoir qui allait libérer la ligne, c'est vrai que c'est drôle, mais je pense qu'en situation, ça crée des situations qu'on a complètement oubliées. Peut-être qu'avant qu'on quitte complètement ce monde vers un monde très numérique, on avait envie de capturer encore, d'encapsuler ce moment-là. On y réfléchit. De quelle manière, on ne sait pas encore. Est-ce que les sirènes d'Hollywood tapent à votre porte ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Elles ont tapé un moment. Elles ont tapé. Elles se sont vite essoufflées. Si vous voulez, on a eu la chance à un moment donné de vivre une expérience complètement incroyable avec Intouchable. C'est-à-dire qu'on a décidé d'arrêter ce qu'on était en train de faire pour accompagner le film le plus possible dans le monde. Alors oui, on s'est retrouvés, on a fait un petit tour aux États-Unis. Et quand on a fait ce tour aux États-Unis, on s'est dit qu'on était tellement bien chez nous à faire ce qu'on avait envie de faire et qu'on nous laissait raconter nos histoires parce que le système aux États-Unis est assez différent. Et puis on est français. Nous, on parle de ce qu'on connaît bien. Moi, je ne saurais pas parler de problèmes sociaux américains. Je ne les connais pas bien. Ce sera qu'en surface. Alors que là, on est, nous, ici, en France. Et encore, je pense, beaucoup d'histoires à raconter. Mais c'est vrai que l'Amérique arrive quand il y a le succès. Mais la proposition qu'elle fait, elle clone un peu ce que vous avez déjà fait. C'est-à-dire qu'on nous proposait toutes les histoires similaires à Intouchable. Et donc, il n'y avait aucune originalité. Alors que nous, là, on est maître de notre propre destin. On part vers Samba, qui est vraiment pas le film qu'on attend juste après. Ensuite, on part vers Le Sens de la Fête. Puis après, on part vers Hors Norme. Et cette liberté-là, en fait, si on devait résumer, Intouchable est un accident de parcours heureux, puisqu'on fait ça déraille, on va dire. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné la liberté. Et aller ailleurs où vous en auriez moins et se faire aliéner n'était pas le bon chemin. Par contre, on a fait le tour du manège. C'est sûr qu'on va à Los Angeles, qu'on rencontre des acteurs, on se retrouve dans des situations où on se dit waouh, on dirait qu'on est qu'avec des sosies, mais non, c'est vraiment eux. Et c'était assez drôle. On a vécu des moments drôles à discuter avec des stars américaines. Par contre, en termes de créativité, enlever la liberté à des auteurs, je pense qu'ils seront les plus malheureux du monde. Et regardez combien de réalisateurs français sont partis et combien sont restés et combien sont revenus. Je crois qu'on n'est pas loin du 90%. Parce que cette liberté,
Et alors, pour les auditeurs, juste un tout petit détail, mais aux États-Unis, le Final Cut, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, mais le point de montage final, en France, il est chez nous, chez les réalisateurs, aux États-Unis, il est chez les producteurs. Donc on peut se faire sortir d'une salle de montage par un producteur qui peut remonter le film aux États-Unis. En France, non. C'est nous qui gardons le total contrôle de la propriété intellectuelle de ce que va raconter le film. C'est pas une petite différence, c'est énorme, énorme. Et donc cette liberté-là, elle est plus dans la vieille Europe que dans la nouvelle Amérique. Après, ce qui est séduisant, ce sont les acteurs. Il n'est pas dit qu'un jour on ait envie de mélanger des acteurs français avec des acteurs américains ou des acteurs anglais ou espagnols. Et ça, c'est vrai que c'est un projet qui pourrait voir le jour d'aller travailler. C'est pas nous qui allons à Hollywood, c'est Hollywood qui viendrait chez nous. Après, tout ça n'est qu'une histoire de tarifs. Et de travailler pour une plateforme qui vient vous voir, Netflix, qui met le chèque sur le comptoir et qui dit oh, vous faites un film pour nous, vous êtes ouvert à ça? C'est pas dans le cahier des charges. Ça pourrait arriver qu'ils le proposent. Pour l'instant, la seule plateforme qu'on a choisie, c'est Arte, qui nous correspondait mieux dans ce que ça avait à raconter et qui nous a donné une liberté dingue de faire une série de 35 épisodes 2 fois, alors que la case est complètement pas évidente et pourtant projeter le jeudi soir 5 épisodes pendant 7 semaines consécutives et 2 fois de suite. Donc moi, disons que la plateforme qui nous intéresserait aujourd'hui, ce serait à nouveau Arte. Très bien. Moi, je vais poser quelques questions sur l'autoroute. Ah, les autoroutes. Alors, est-ce que vous aimez les péages ?